Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. C'est avoir cette capacité à identifier les attentes des candidats, les drivers des candidats de manière très vraie et très pragmatique. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Zoé, comment vas-tu ? Salut Alexis, ça va, merci, et toi ? Eh ben ça va très bien, ça va vraiment très bien. Moi, je suis très content de finir la semaine avec toi parce que à l'heure où on se parle, il est vendredi, il est 16h11. Je crève de chaud parce que c'est juste avant la canicule d'un petit peu de Paris et je vais probablement pas beaucoup travailler après cette interview. Donc, j'ai vraiment l'impression de terminer la semaine à tes côtés et ça me réjouit. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Tu es la bienvenue Zoé. Merci beaucoup, ravie d'être ici. Donc, si vous avez cliqué sur cet épisode, que vous le lancez, vous avez une petite idée de ce dont on va se parler. Mais peut-être que vous connaissez pas Oversea, ou en tous les cas, si vous connaissez Oversea, peut-être que vous êtes pas tout à fait certain de ce qu'il fait Zoé. Donc, pour commencer comme il se doit, je te laisserai volontiers, Zoé, prendre le temps de te présenter rapidement, ainsi qu'Oversea. Voilà, qu'est-ce que ça fait, combien vous êtes, ça existe depuis combien de temps. Enfin, tu connais un petit peu la chanson. Carrément. Du coup, Zoé, je suis Head of People chez Oversea. Oversea, c'est un commissionnaire de transport digital. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Oversea organise le transport international de marchandises. On aime bien se vulgariser comme une agence de voyage B2B pour le transport de marchandises à l'international. Et la petite valeur ajoutée d'Oversea par rapport à ses concurrents, c'est qu'on est digital. Et concrètement, les clients peuvent gérer de manière complètement automatisée et en ligne leur transport. Yes. Donc et ça, vous êtes combien ? Ouais. Vas-y, pardon, excuse-moi, tu étais sur ta lancée là. J'étais sur la lancée. Donc effectivement, on est aujourd'hui 120 personnes. On est répartis dans 4 pays différents. On est en France, aux États-Unis, en Italie et en Espagne. On a ouvert ces 3 derniers pays là, cette année. On est hyper fiers. Et voilà, on est en forte croissance. On a encore 80 recrutements à faire pour clôturer l'année de 2022. Donc beaucoup de travail côté talent acquisition. Yes. Ça fait combien de temps que tu es chez Oversea, toi ? 1 an tout pile. Je fête mes 1 an le 21 juin, semaine prochaine. Wow. Et alors, je dois dire, je devrais pas faire du favoritisme, c'est pas du favoritisme, mais est-ce qu'on peut le dire qu'Oversea, ça fait partie des jolies boîtes qui sont un petit peu cachées, qui sont peut-être un petit peu moins exposées que d'autres. Déjà, est-ce que j'ai le droit de le dire ? Je sais pas comment on peut dire les choses. De manière totalement humble, en tout cas, oui, on espère que c'est une boîte qui, pour l'instant, est un petit peu cachée, qui commence, en tout cas, c'est sûr, à faire du bruit et qui j'espère, va en faire beaucoup plus dans les mois et les semaines qui vont venir. Et ouais, trop bien. Et donc moi j'adore prendre le temps de discuter, de rencontrer des boîtes, de vous faire découvrir aussi ce qui se passe dans des boîtes qui sont un petit peu moins connues. Déjà parce qu'il y a un petit peu le truc de se dire ça va exploser. Et il y aura le côté vous l'avez entendu ici en premier. Mais bon, c'est pas une bonne raison de faire les choses. Et surtout ça me permet de remercier là en l'occurrence quelqu'un qu'on a rencontré chez Wilco qui nous a présenté ton boss, hein, donc l'un des founders d'Oversea, avec qui on a échangé, avec qui on s'est dit attends, mais en fait c'est vachement bien ce que vous faites, est-ce que tu as envie d'inviter Zoé à faire un épisode? Et après je sais pas si Zoé t'as fait une crise cardiaque ou si t'avais hâte, mais en tout cas tu es là aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui, moi, que j'adore. C'est vraiment, on est pile poil dans les sujets qui me font rêver. C'est le sujet de la rétention, de la fidélisation, et donc en miroir du turnover, du churn, des départs. En gros, je vais le dire avec mes mots, mais je vais te laisser le dire avec tes mots. Dans une entreprise, sur la dimension people, donc RH, c'est important d'avoir un roulement, si je puis dire, de ses collaborateurs, de ses collaboratrices
qui est sain et qui est compris, c'est-à-dire on s'attend absolument pas à ce que les gens restent 40 ans, on n'est pas dans la SNCF ou des choses comme ça, mais par contre c'est important que quand les gens partent, ils partent pour des bonnes raisons et pas pour des mauvaises, comme par exemple ils sont pas assez bien payés, ou bien il y a un manager qui est terriblement mauvais au-dessus, ou des choses comme ça. Et c'est un des sujets qui est, je trouve, le plus, je vais être honnête, hein, le plus souterrain sur les sujets people en startup, alors qu'il est crucial. Et donc j'ai trop hâte, Zoé, qu'on en parle. Donc qu'est-ce que tu dis, on y va? Ouais, c'est parti. Eh ben, commençons par le commencement. C'est quoi la rétention pour toi? C'est quoi la définition? Comment ça se calcule? Dis-nous tout. Ok. Alors, je vais essayer de vous dire tout, mais de manière très très simple. Pour moi, tout simplement, la rétention, c'est juste la capacité d'une entreprise à savoir fidéliser ses salariés et du coup être en capacité de maîtriser, en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, des départs trop importants et de pouvoir garder le maximum de temps ses équipes dans ses effectifs. Hyper simple. On a des gens talentueux, on aimerait bien qu'ils continuent à faire des choses super chez nous pendant un petit moment. Donc peut-être avant de rentrer dans les détails, parce que c'est pas un hasard hein, si tu es invité ici, c'est que Oversea, je pense, à quelque chose d'exceptionnel hein, sur la rétention. On va dire les choses telles quelles. Donc peut-être pour bien poser les bases, c'est quoi la différence entre une rétention saine et une rétention malsaine? En gros, c'est quoi le genre de cas de figure dans les grandes masses? On va vraiment rentrer dans les détails après. Quand on dit, exit interview avec un collaborateur, une collaboratrice, lui, elle est partie, mais c'est normal, c'est OK, bon vent, ou à l'inverse, on se dit, ouh là, il y a quelque chose qu'on pourrait faire. Déjà, comment on fait la diff? Ok. En tout cas, selon moi, même en termes de calcul, parce que c'est important de le dire, le turnover, et tu l'as dit tout à l'heure, il est pas sain s'il est trop élevé, évidemment, mais il est pas sain non plus s'il est proche de 0%, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun renouvellement dans tes effectifs et c'est pas top. Et les différents types de départs, effectivement, nous on distingue les départs qui sont regrettés et les départs qui le sont moins. Donc c'est pas très marketable de dire ça d'un point de vue RH, mais c'est aussi important d'être en capacité en fait de se dire est-ce qu'on regrette un départ ou est-ce qu'on le regrette pas. Ok. Donc on va rentrer là-dedans. Déjà, est-ce que tu peux nous pour poser les choses et je c'est pas un moment de fausse modestie, hein, mais est-ce qu'on peut poser le contexte de votre entreprise chez Oversea? Comment vous surveillez cette dimension-là? Est-ce qu'il y a des métriques qui sont associées, des indicateurs? Ouais. Et si vous le calculez, comment vous le calculez, à quoi ça ressemble, et du coup où est-ce que vous en êtes chez Oversea? Oui, carrément. En toute transparence, moi, quand je suis arrivée, c'était pas un indicateur qui était particulièrement suivi, tout simplement parce qu'il y avait pas beaucoup de départs en fait. Et du coup, première chose à dire peut-être justement là-dessus, la manière dont on a décidé de le calculer. Désolée, je vais être un tout petit peu technique, mais c'est un petit peu important quand même pour poser les bases. Le taux de turnover, pour nous, c'est pas un KPI qui est ultra intéressant. Pour nous, j'entends entreprise qui fait de la forte croissance, puisque si on pose un peu la base pratico-pratique, disons, de calcul d'un taux de turnover, c'est tu prends ton nombre de départs, ton nombre d'arrivées, tu en fais une moyenne, donc tu divises par 2, et ensuite tu divises encore par effectif moyen. Donc ça veut dire que même si tu n'as pas beaucoup de départs, si tu as beaucoup d'arrivées, de fait, ton taux de turnover, il va être au-delà de 50%, puisqu'il est très élevé. Et en fait, taux de turnover, c'est le roulement de tes équipes. Donc en fait, c'est encore une fois ce qui fait que tu as du renouvellement, et donc tu as du renouvellement même si tu as beaucoup d'arrivées et pas beaucoup de départs. Donc ça, c'est ultra important à prendre en compte. Donc nous, on calcule pas de taux de turnover parce qu'évidemment, il est très élevé dû à notre forte croissance. On calcule plutôt ce qu'on appelle un taux de rétention et disons le taux de départ, c'est-à-dire des fois c'est parfois un taux de turnover un peu faux entre guillemets. C'est du coup je préfère de dire taux de départ, c'est juste le nombre de départs sur l'effectif moyen. D'accord, donc pour prendre un calcul, c'est au mois ou à l'année? C'est à l'année. Donc ça veut dire par exemple 2020, je vais prendre des chiffres ronds, ouais. En moyenne, quand on prend le début de l'année ou la fin de l'année, vous étiez 100, même si c'est un chiffre qui est artificiel. Il y a 5 personnes qui sont parties, vous avez un taux de départ de 5%, c'est ça? C'est ça, exactement. Et pour donner du coup un petit peu des chiffres,
pour illustrer, si je prends les derniers, disons, entre 2020 et 2021, en 2020, on avait un taux de rétention du coup de 93%. On a eu 3,7% exactement de taux de départ. Et en 2021, 91%, on a eu, j'arrondis, 7% de taux de départ. D'accord. Et donc, juste pour qu'on se donne une idée, remis en nombre de personnes que vous êtes, ça veut dire que... Ça veut dire que dans les 2021, grandes masses, hein. Ouais, bien sûr. En 2021, on a dû recruter, j'irais 60-70 personnes, et on en a 3 qui sont partis. Ok. Mais donc, effectivement, déjà, si vous calculez pas ces indicateurs, je pense que c'est intéressant de les calculer pour monitorer. Alors, évidemment, sur une boîte dans laquelle il y a, je sais pas moi, 15 personnes, vous n'êtes pas obligé de vous lancer des grands calculs, hein. C'est comme faire du A/B testing sur des pages dans lesquelles il y a 15 visiteurs. Bon, c'est un peu overkill. Mais par contre, plus les boîtes sont en croissance, plus ça vaut la peine pour vraiment voir à quel point il y a la fuite des cerveaux, on pourrait dire, quoi, ou des talents. Et donc, en tout cas, j'allais dire, croyez-nous sur parole, l'exemple d'Oversea montre qu'il y a une qualité de la rétention, de la fidélisation qui est très élevée. Pourquoi c'est important ? Ça, c'est la première question. Moi, je vais jouer avec toi, hein. Je vais pas faire juste te poser des questions, je vais dire ce que j'en pense. Mais pourquoi c'est important de travailler la rétention d'un point de vue people ? Ouais. En fait, pour nous, on a vraiment une vision un peu sales des people, entre guillemets, et notamment sur la partie acquisition et rétention. C'est important parce que nous, on est une entreprise avec une énorme croissance. On a besoin de solidifier cette croissance et de la pérenniser. Et en fait, ça n'aurait pas de sens de recruter avec beaucoup de volume si on n'était pas en capacité d'être sûr qu'on est capable de retenir ces personnes-là ou de les garder de manière assez durable dans le temps. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas, mais notre logique, c'est la rétention, enfin la stratégie de rétention, elle est essentielle dans une logique de forte croissance. Et d'où ça devient cette vision sales des people ? Parce que, enfin, je vais en parler, c'est un truc qui me tient vraiment beaucoup à cœur, mais c'est un signal faible dans l'écosystème RH startup, ça. C'est-à-dire, il y a plus d'une personne qui le voit comme ça, mais c'est loin d'être la majorité, hein. Ouais, je suis hyper d'accord. Peut-être ça vient aussi de mon parcours précédent où moi je suis passée beaucoup par des grandes boîtes où on séparait beaucoup la partie talent acquisition et la partie talent dev. Nous aussi chez Oversea, parce qu'on a 2 pôles qui sont bien distincts justement pour être très efficaces. Pour autant, on n'est pas dans une logique du coup complètement décorrélée des deux. Donc, en tout cas, moi personnellement, je suis convaincue que c'est comme, c'est remplir un pot percé, ça sert à rien. Et en plus, c'est également la vision des fondateurs d'Oversea. Donc, je pense qu'on s'est bien retrouvés là-bas à ce niveau-là quand ils m'ont recruté. Donc, c'est quelque chose qui est alimenté par l'équipe fondatrice d'Oversea et par moi, par mon expérience. Je fais quelques minutes là-dessus. Je peux pas résister, hein, Zoé, parce que c'est vraiment, je pense que c'est un des trucs qui me surprend le plus, en fait. Les métriques de croissance d'un point de vue business au plus standard, donc qu'on appellerait la growth, hein, globalement en milieu startup, il y a un framework qui est surutilisé à juste titre par tout le monde. Si ça vous dit rien, parlez un petit peu avec vos équipes growth et elles vous diront quand même, attends, évidemment. C'est le framework AARRR, donc acquisition, activation, revenu, rétention, referral. Donc en gros, c'est un framework qui est hyper simple, qui permet de dire la croissance côté client, ça consiste à avoir des clients, les garder, avoir un bon niveau de revenu et faire en sorte qu'ils te recommandent à d'autres personnes. Donc, acquisition, le premier A, activation, donc le moment où ils viennent des clients engagés, rétention, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils restent. Donc, c'est particulièrement vrai dans le SaaS, hein, quand on essaie d'avoir des jolis produits qui font que les gens restent longtemps. Revenu, bon, ça, c'est des questions de modèle économique. Referral, qui sont des questions de cooptation ou bouche à oreille, etc. J'ai l'impression qu'on ne voit pas, en tout cas pas assez, c'est là où je parlais signal faible, c'est que la croissance interne, donc people, c'est tout pareil. C'est-à-dire, il faut des gens talentueux qui donnent le maximum et il faut donc que ça roule, sinon on est en train de remplir un seau percé. De la même manière que si vous prenez des clients qui partent, c'est remplir un seau percé. Et donc, on retrouve quelque chose qui est peu ou prou
acquisition, donc talent acquisition, activation qu'on pourrait mettre du côté de l'onboarding, comment est-ce qu'on aide les personnes à se comprendre que c'est vraiment une super boîte dans laquelle on veut bosser. Je sais pas si on peut parler de revenue, mais en tout cas on pourrait parler de ramp up, la capacité à aider les gens à monter, la performance, etc. La rétention, comment faire en sorte qu'ils restent et qu'ils soient contents, et après referral qui devient la cooptation, le bouche à oreille, en gros, comment est-ce qu'on dit ah bah tiens c'est vachement bien Oversea, je dis à mes copains de venir bosser ici. Pourquoi est-ce que je vous refais tout ça? Parce que en growth classique, tout le monde est obsédé par la rétention. C'est la métrique numéro 1. On ne remplit pas, on ne structure pas une croissance en ayant un taux de churn qui est hyper élevé. Si vous avez un super produit, un SaaS, et que les clients qui rentrent partent aussi vite, vous n'obtiendrez jamais la croissance, vous ne serez pas financé, vous n'aurez pas de levée de fonds, c'est ce que regarde tout le monde, c'est un consensus là-dessus. Et par contre, en startup, sur la partie people, j'ai l'impression qu'on est encore pas exactement au clair là-dessus, c'est-à-dire la rétention, on la mesure pas exactement, on sait que c'est important que les gens restent, mais on se dit bon bah c'est normal, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui restent, bah bref, on est un petit peu à l'aveuglette, et c'est pour ça qu'on fait cet épisode, Zoé. Voilà, le cri du cœur est poussé. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on démarre, mais en tout cas, le contexte est là. Parfait. Pas mieux. Donc, on a bien compris, la rétention, c'est hyper important. On veut des gens talentueux, on veut qu'ils restent longtemps. Donc maintenant, se pose la question des leviers de rétention. Parce qu'une fois qu'on a compris comment on le mesure, une fois qu'on a compris que c'est important, c'est comme l'acquisition. L'acquisition, tu as des leviers d'acquisition, on va aller recruter, on va mettre sur les job boards, on prend des chasseurs de tête, etc. Les leviers de rétention, c'est pas flottant, c'est pas vrai. L'erreur une serait de se dire j'espère que les gens vont rester. Non, les gens qui restent, ils restent pour des bonnes raisons, les gens qui partent, ils partent pour des bonnes raisons, et on a une petite idée là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a des leviers, des techniques ou des grilles à garder en tête pour bien comprendre la rétention et donc bien actionner des choses là-dessus? Ouais, carrément. Je vois un peu deux points. Il y a un point vraiment très mécanique, justement sur des actions RH qu'on peut mettre en place, qu'on va parler juste après. Il y a une chose dont en fait j'aimerais commencer à parler en premier, c'est surtout sur la partie recrutement. Ça prendra 2 secondes, après on se penchera sur les autres. On a le droit de parler du recrutement. Vas-y, ouais. En fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, et c'est aussi comme ça qu'on m'a formée chez Oversea quand je suis arrivée sur partie recrutement, et que j'ai trouvé très vrai, qui va sembler assez évidente, mais ça vaut le coup de la souligner. C'est nous, en tout cas chez Oversea, la manière dont on va former les TAM et la manière aussi dont on va choisir les TAM, c'est d'avoir cette capacité à identifier les attentes des candidats, les drivers des candidats de manière très vrai et très pragmatique pendant le recrutement du coup, et d'être en capacité de travailler du coup l'adéquation entre ces drivers là et ce que nous en vrai on est capable d'offrir, parce que c'est bête et méchant, mais moi ce que j'ai remarqué chez Oversea, c'est quand je suis arrivée, c'était que les gens étaient tous là pour une même raison que je vais citer juste après, et en fait ça marche parce que on arrive à leur donner quelque chose qui est incrémental en fait dans leur personnalité et dans leur driver. Alors, je peux t'emboîter le pas là-dessus, tu m'autorises? Carrément. Je vais faire beaucoup de fois l'aller-retour entre le growth d'un point de vue business et la croissance côté people. Le levier numéro 1 de rétention en growth business, c'est le produit, et plus précisément le product market fit. Si vous avez un excellent produit qui correspond très précisément à ce que les gens veulent, aux pains que les gens ont ou aux besoins que les gens ont, le produit il se vend tout seul. Parce que quelque part, et donc la rétention se fait tout seul. Il n'y a pas besoin d'utiliser des techniques. Là, c'est un petit peu pareil. Ce que tu me dis, c'est quelque part, on passe du product market fit au job talent fit. Qu'est-ce qu'on a à offrir? Donc l'offre, c'est tout. C'est la culture, c'est la job offer, c'est la REM, c'est des choses comme ça. Et quels sont les drivers des candidats? Et c'est sûr que s'il y a un fit qui est naturel, on s'épargne beaucoup de galères après, parce que quelque part, on a une promesse qui est remplie, quoi. Exactement. Et du coup, la chose à savoir, en tout cas, si je peux illustrer par rapport à Oversea, nous, on recherche des gens qui veulent apprendre continuellement, qui ont soif d'apprendre, qui tous les jours ont envie de remettre les choses en question, qui ont envie d'apprendre de nouvelles choses tous les jours. Et nous, de notre côté, du coup, on s'engage à leur offrir cet environnement-là, du coup, hyper pédagogique, qui leur permet d'apprendre tous les jours. Et ça,
on y arrive. Pourquoi? C'est aussi lié à notre activité, hein. On travaille dans l'activité du transport. Je n'ai pas de pourcentage exact, mais franchement, je peux facilement dire qu'il y a au moins 80% de nos équipes qui viennent pas du tout de cet environnement-là. Donc déjà, qui apprennent tous les jours sur cet environnement. Le fait qu'on soit un environnement qui soit directement lié à des contextes et des enjeux géopolitiques ultra intéressants. Enfin, moi, toute transparence, je pense que c'est la seule newsletter que je lis de manière sincère, celle d'Oversea, parce qu'en fait, elle est passionnante. C'est vraiment un moyen ultra condensé d'en savoir plus sur ce qui se passe dans le monde, et c'est passionnant. Et ça, de là où tu es, avec ton job, avec la responsabilité des TAM, donc les Talent Acquisition Manager, comment on flèche le chemin pour s'assurer qu'on arrive à un bon job talent fit? Où est-ce que ça se joue? Ça se joue dans le process de recrutement? Ça se joue dans sensibiliser tes Talent Acquisition Managers à cette notion-là? Est-ce que tu mets l'accent sur le culture fit? Est-ce que tu t'interdis de survendre dans tes job offers? Où est-ce qu'on facilite ça? Ouais, carrément. Ça va des deux côtés. Effectivement, il y a un côté dans le process. Le process, il est extrêmement bien structuré chez Oversea. C'est un des traits caractéristiques d'Oversea, le fait d'être très bien structuré, je crois. Et en fait, chaque étape du recrutement évalue, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais évalue quelque chose de bien précis. Il n'y a pas de redite. Le candidat va pas se répéter et va voir en fait des gens différents pendant tout son process. Il y a un entretien qui est très orienté business sense, deuxième entretien qui est orienté hard skills, du coup sur le métier avec un cas pratique, et le troisième entretien qui a une espèce de speed recruiting très orienté soft skills, culture, du coup, où des gens très précis vont du coup assesser la personne sur ces points-là. Donc ça va nous permettre évidemment de bien définir les drivers de la personne, de savoir qu'est-ce qui l'a fait vibrer et qu'est-ce qu'elle attend au quotidien de son métier. Et nous, de notre côté, on a fait l'effort. On a fait un énorme travail quand je suis arrivée avec Mélinda et Mathieu de l'équipe à écrire notre culture book et en fait de se poser, de prendre nos valeurs et de se dire ok, qu'est-ce qu'on y met derrière en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement chez Oversea et qu'est-ce que les candidats vont y trouver pour de vrai, sans bullshit, pas trop non plus, mais sans mentir, en étant vrai, en étant sincère. Qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Oversea et c'est quoi notre promesse? Top. Donc ça, prenons des notes, tous et toutes, sur ça. Mais en tout cas, ça commence à l'offre, quoi. Ça commence avec l'alignement entre l'offre et les attentes des candidats et candidates. Du côté de l'offre, c'est-à-dire avant même que la personne soit recrutée, j'imagine qu'il y a d'autres choses aussi. Forcément, la rémunération, j'imagine, joue un rôle. Qu'est-ce que tu as observé comme pratique qui fonctionne là-dessus? Ouais, complètement. Effectivement, la rémunération, alors, peut-être qu'on en parlera après, mais il y a effectivement deux choses pour lesquelles les personnes démissionnent généralement de leur métier. Je le dis, mais je le dis pas, c'est surtout que je l'ai lu. C'est généralement des questions de rémunération et du coup de désalignement de salaire et le manager, le ou la manager. Sur la partie salaire, effectivement, ce qu'a décidé Oversea, très vite, en tout cas très tôt, ils se sont posés avant que j'arrive sur leur stratégie de rémunération. Et ça, c'est un conseil, je pense qu'il faut prendre absolument, c'est de très vite se poser sur la grille de rémunération, très vite en fait décider des principes de rémunération. Rémunération avec un grand R, je devrais plutôt dire du coup compensation. Ouais, exactement, de dire voilà, qu'est-ce que je fais en termes de salaire, qu'est-ce que je fais en termes d'equity, qu'est-ce que je fais en termes de benefits, etc., et comment en fait je me positionne. Oversea a une stratégie assez simple, c'est de se positionner légèrement above market. Nous, on a un outil qui s'appelle Figures, qui est génial, qui nous aide beaucoup, que je recommande pareil à tous les RH. Ça a été un changement dans ma vie professionnelle d'avoir un outil comme celui-ci. Parenthèse, c'est ce qui se passe quand on a un bon product market fit. On est recommandé en direct dans les podcasts parce que c'est de la balle. Vas-y. Super. Un petit coucou à Virgile. Exactement. Et du coup, voilà, on a construit en fait déjà
ce principe a été décidé, donc il faut décider de ce principe-là et le définir. Et ensuite, nous, en fait, on utilise cet outil qui s'appelle Figures, qui permet d'agréger en fait toutes les données market des données salariales sur un marché données, et on décide de se positionner au 75e percentile. Et alors ça, je vous renverrai très volontiers à l'épisode, donc le numéro 10 qu'on avait fait avec Virgile sur la stratégie de rémunération. C'est une masterclass, hein, c'est un truc que je recommande très régulièrement. Et l'épisode qui a été fait avec Adeline de Gorgias, qui précise en long, en large et en travers tous les choix qui ont été faits sur leur rémunération, typiquement sur quel pourcentile, où est-ce qu'on paye très bien, où est-ce qu'on paye au marché, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'on fait sur l'equity, etc. Donc on va pas rentrer trop dans les détails, mais ce que je comprends, c'est il n'y a pas de mystère. Si on veut avoir une rétention, enfin, si on veut avoir un effet positif sur sa rétention, être dans quelque chose qui est compétitif par rapport au marché reste un minimum. Et ça se joue donc compensation, bénéfice, etc. quoi. Exactement. Et en fait, je trouve que, encore une fois, par rapport à mes expériences précédentes, de s'enlever cette question qui est normale, hein, qui est évidente pour tout le monde. On travaille pour gagner de l'argent, a priori, de s'enlever cette épine du pied, entre guillemets, de discussion qui sera toujours redondante si quelqu'un se sent en fait pas rétribué à sa juste valeur. Bah, c'est là, en fait, on peut commencer à travailler sur des choses qui sont vraiment intéressantes, qui sont vraiment du talent développement, et qui vont faire aussi en sorte, évidemment, que la personne, elle soit complètement engagée. Et alors, bon, du coup, je vous renvoie à ça, comme je disais, mais pour bien comprendre ça, si ça vous chagrine un petit peu, parce que je sais que les sujets d'argent, ça peut lever vraiment beaucoup d'émotions, visualisez très simplement quelqu'un dans votre équipe. Soyons très clairs. La plupart des postes en startup sont des postes pénuriques. Je pense notamment à la partie tech, mais c'est vrai pour les sales, le marketing, les growth, etc. Je parle même pas des talent acquisition managers. Et à partir du moment où les profils sont pénuriques, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont chassés. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel tech de votre équipe, il reçoit 2 à 3 offres ou à 2 à 3 propositions par semaine. Et c'est pas une blague, hein. Si vous le découvrez, passez un peu de temps avec eux et vous le saurez. Et la plupart des gens, pour la plupart des gens, l'argent n'est pas le driver numéro 1. Par contre, visualisez le moment où, pour une raison ou pour une autre dans la boîte, c'est dur, ou bien il y a d'autres difficultés, ce qui peut arriver, on reste en startup ou en scale-up, hein. Et là, il y a un moment où les gens vont commencer à se dire, si vous les payez moins bien que le marché, de se dire, mais pourquoi je m'ennuie en fait ? Pourquoi je me galère comme ça alors que je suis chassé toute la journée et que l'herbe a l'air d'être plus verte ailleurs ? Ça, c'est ce qui se passe quand vous payez sous le marché. Si vous payez légèrement above market, cette voie, elle n'existe pas. C'est-à-dire, il y a des offres qui seront mieux, il y en aura toujours qui seront mieux. Mais ça sera pas, il y aura pas l'impression d'être le dindon de la farce, quoi. Je sais pas si toi tu le dirais comme ça. Ouais, non, je suis très d'accord. Yes. Donc ça, c'est première chose, c'est au niveau de l'offre. Après, si on prend la trajectoire de vie des collaborateurs, des collaboratrices, qu'est-ce que tu as d'autre comme levier sur lesquels tu as une action consciente pour favoriser la fidélisation et donc la rétention ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le manager. Moi, c'est une des premières choses que j'ai faites en arrivant chez Oversea. On forme les managers. Je pense que c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui. Et qui est essentiel. Encore une fois, c'est une formation manager, mais qui va bénéficier en fait à toutes les équipes, quoi, puisqu'un bon manager va a priori bien manager son équipe, ou en tout cas un manager formé qui a les outils aura tout ce qu'il faut pour en tout cas avoir un œil un peu aiguisé pour voir les signaux faibles d'une équipe qui est désengagée, par exemple, et qui aura dans sa mallette tous les outils qu'il faut pour pouvoir mener les actions nécessaires si besoin. Donc là, si je vais citer quelqu'un, je crois que tu as déjà rencontré ici. Nous, on a fait appel à Pauline Bergeret, qui est vraiment quelqu'un de génial sur le sujet, et on a eu des retours et des feedbacks incroyable de la part des équipes. Donc voilà, vraiment premier conseil, formez vos managers. Si on reprend l'exemple que tu as dit sur la rémunération, mais ça revient aussi sur la reconnaissance vraiment managériale. Si une personne de nos équipes se sent n'a pas assez de feedback, que ce soit du hard feedback ou du feedback positif, n'a pas la sensation d'être coaché, n'a pas la sensation de progresser aux côtés de son manager,
c'est un vrai, comment dire ça, c'est un vrai critère qui peut faire, enfin, en tout cas, qui peut engager quelqu'un à répondre aux sollicitations qu'il va recevoir. Alors, pareil, j'emboîte le pas là parce que là, c'est notre monde, c'est notre quotidien. Alors déjà, si vous le savez pas, je fais une page de pub dans notre podcast. On fait ce qu'on veut. Ce qu'on fait au quotidien, quand on fait pas du média, donc du podcast ou autre chose, notre quotidien, on travaille spécifiquement sur les sujets de people growth en startup, donc aider les individus clés des startups et des scale-up à grandir aussi vite que la boîte. Donc de manière très concrète, ça veut dire former des managers ou coacher des top managers, donc faire de l'executive coaching sur des dirigeantes, des dirigeants, des C-level, des VP, etc. Et la métrique numéro 1 qui est associée à notre métier, celle qui est très bien comprise, c'est la perf. Évidemment, la performance. Donc, on veut que les managers soient performants, on veut que la boîte soit performante, donc on aide les managers à faire en sorte que les équipes soient performantes, les top managers, on met encore plus d'énergie, etc. Et on a bien raison, et c'est tout à fait vrai. Ce qui est l'empreinte en creux que nous, on essaye de bien préciser, parce que c'est loin d'être anecdotique, c'est la question de la rétention, parce que, comme tu le disais, les gens, quand ils partent pourquoi ? Ils partent parce qu'ils sont sous-payés par rapport à ce qu'ils pourraient avoir, et juste après, ils partent parce que ça se passe soit mal avec leur manager, soit ils ont l'impression de ne pas grandir. Et dans les deux cas, c'est un enjeu managérial. Et pour dire les choses, je vais dire des choses que toi, tu n'as pas le droit de dire, je pense, mais en startup, le constat est affolant. C'est-à-dire, vous regardez dans vos équipes, hein, mais les managers standards, qu'est-ce que c'est ? Les managers de proximité, c'est des primo-managers, donc c'est des gens qui connaissent pas le métier. C'est pas grave. Mais par contre, si vous les aidez pas, si vous les accompagnez pas, ils peuvent pas le deviner. C'est effroyablement difficile, le leadership. Alors en startup, c'est encore plus difficile. Et côté top management, il y a beaucoup de, alors je pense que de mémoire, c'est pas le cas chez Oversea, mais il y a beaucoup de gens dont c'est la première boîte qui sont donc très jeunes et sur lesquels c'est une pression de dingue. Je pense au copain Firmin de Payfit qui, à 27 ans, avait 600 personnes dans ses équipes. Faut l'encaisser quand même, le truc. Et là, pareil, il n'y a pas de raison de se galérer tout seul. Et à l'inverse, si vous vous dites non, mais c'est bon, ça va aller, on va faire au mieux, le management, ça s'apprend sur le tas. De toute façon, le leadership, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Ce qui va se passer assez vite, c'est que vous allez même pas comprendre pourquoi, mais il y a des gens qui vont partir dans votre équipe. Et je vais même aller plus loin. Dans certains cas, ça peut être beaucoup plus grave que ça. Peut y avoir des burn-out, des choses comme ça qui seraient largement évitées, du balance ta startup, qui peuvent être largement évitées quand les managers sont juste outillés, quoi. Complètement. Yes. Et donc vous formez systématiquement et on forme les managers. Ouais. On forme systématiquement, pardon. Du coup, Pauline intervient au moins 2 fois dans l'année puisqu'on recrute beaucoup, donc on a souvent des batchs de managers, de nouveaux managers qui arrivent. Elle est venue en début d'année, là elle va revenir en septembre. Et après donc on a défini un socle de base avec elle. Et ensuite l'objectif c'est de refaire venir d'autres experts sur une thématique. Ou sinon nous aussi on anime énormément de choses. On fait souvent des workshops justement talent acquisition et là dans 2 semaines on anime un workshop sur le feedback, ce qui me permet de faire une petite transition. Autre chose aussi ultra importante, c'est la culture, et j'en ai parlé tout à l'heure du coup côté recrutement, mais du coup si on l'amène maintenant côté talent dev, ce qui marche très très bien chez nous en tout cas, c'est la culture de la remise en question, de la pédagogie et de la fiabilité. Je pense que fiabilité, je le rajoute aussi parce que il y a une notion de confiance qui est ultra présente chez Oversea, chez les salariés, et je pense que c'est le fait d'apprendre tous les jours, le fait de recevoir du feedback et d'être aussi en capacité d'en donner et de devoir en donner, de se remettre en question du coup et de sentir que on a confiance en nous et qu'on fait confiance à notre management, c'est des vrais leviers qui permettent de garder ces équipes. Et alors, je sais que tu le prendras bien parce que tu vas comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, ce qui me frappe quand je t'entends parler, c'est qu'il n'y a aucune recette magique en fait. C'est des éléments qui sont somme toute connus, je pense, de toutes et de tous. Il y a une particularité, c'est que vous investissez beaucoup là-dedans. C'est-à-dire, toi, c'est, j'imagine, un des angles de ton métier quotidien. Vous payez bien, donc ça, c'est des sous. Vous formez, donc ça, c'est du temps avec des prestats ou des partenaires. Vous faites attention sur la culture, ça aussi, c'est du temps soit en budget, soit en énergie. Vous recrutez des bons talent acquisition managers qui sont formés. Ma question, c'est est-ce que j'ai raison de voir ça comme ça ? Est-ce que c'est entre guillemets simple, mais par contre, il n'y a pas de raccourci, il faut y mettre les watts ?
Complètement. Ouais, et je rajoute même, il faut y mettre les moyens. Nous, on est 120 aujourd'hui, on est 10 dans l'équipe RH. Ouais, voilà. Donc effectivement, c'est des points qui sont ultra simples, mais qui demandent de la ressource. Je parlais de la culture, du feedback, de la pédagogie, etc. C'est des choses qui prennent du temps d'écrire nos principes de management, de les infuser chez les managers et dans les équipes, de les porter. Ça prend énormément de temps, et en fait, ça, c'est effectivement l'équipe fondatrice, évidemment, mais c'est aussi l'équipe RH qui le fait. Donc oui, c'est des choses qui sont très simples, mais effectivement, c'est des moyens à se donner. Alors, appel à la populace, si vous avez une idée de personne en tête là-dessus, je suis preneur. Cri du cœur, hein. Je pense que à l'instant T, ça a beaucoup bougé, donc faut pas se flageller non plus. L'écosystème RH startup est beaucoup trop timide. C'est-à-dire, là, ce que tu me dis, évidemment, tu fais bien de le souligner. Je pense à Sarah de chez Conto, ils sont 20. Et ils ont évidemment dans son équipe, donc Sarah de DRH de Conto, et il y a pas de magie. Vous pouvez pas réussir à faire des trucs incroyables sans vous en donner les moyens. Et pour autant, alors évidemment, il y a des founders qui sont pas encore au clair, qui n'ont pas encore compris l'importance que joue la dimension people dans la croissance. Et je vais pas leur jeter la pierre. Je pense qu'on peut faire un travail de pédagogie. Et je pense qu'il y a beaucoup de RH qui acceptent la mission impossible d'essayer de faire des trucs fantastiques avec des bouts de ficelle, alors qu'il n'y a pas de raison. Je vais même aller plus loin. Dans le modèle startup qui par nature est financé, c'est-à-dire on s'attend soit à générer beaucoup de marge pour financer une croissance rapide, soit à lever des fonds, il n'y a aucune raison de faire à l'économie de bout de ficelle une fois qu'on a dépassé les premières levées de fonds. Vous dites, on veut faire ça, ça va coûter tant, on l'explique, et puis après vous levez des fonds, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Donc, cri du cœur, encore une fois, je sais pas. Et donc, si vous connaissez quelqu'un qui veut témoigner là-dessus, contactez-nous et on lui donnera le micro. Rien à rajouter là-dessus, Zoé. T'es du bon côté t'es du bon côté de l'équation. Donc, exactement. Et alors, du coup, au-delà du fait qu'effectivement c'est une recette qui est somme toute assez simple, même si elle nécessite d'y mettre l'énergie et les moyens, c'est quoi les pièges à éviter? Parce que je vais te dire ce qui me vient. Le cliché startup d'il y a quelques années, un petit moment maintenant quand même, c'était la startup baby-foot, où en gros tu avais le burn-out, mais tu avais quand même la possibilité de faire des choses. Et on pourrait dire, ouais, mais les gens ils sont contents. Et en gros, c'est juste des personnes qui avaient compris de traviole le modèle Google, quoi, qui avaient juste pris la version émergée de l'iceberg et pas la version immergée. C'est quoi ce qu'il faut, les red flags, les trucs qu'il faut pas faire, ou les fausses bonnes idées quand il s'agit de la rétention? En gros, qu'est-ce qui a pas vraiment d'impact et ça sert à rien de s'énerver là-dessus? Ou c'est quoi les red flags de commencer par là, s'il vous plaît, quoi? Ouais. Je vais reprendre rapidement ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce qu'il faut absolument faire, et vraiment c'est former les managers. Enfin, c'est vraiment, même si les gens, les dirigeants veulent pas mettre beaucoup de moyens dans leur équipe RH, à minima former les managers pour qu'ils pallient un peu ce manque, disons. Je pense que c'est ultra important, comme on disait aussi tout à l'heure, de mettre l'accent sur le recrutement, mais aussi la rétention. Pareil, si en fait on met que les moyens sur ce côté recrutement, mais que on n'a rien, enfin tout ce qu'on a promis derrière n'est en rien en action dans l'entreprise, ça sert à rien. Je pense que les red flags aussi, c'est, comment dire, de pas analyser ses départs en fait, et de vouloir à tout prix garder ses équipes. Ça, c'est pas non plus très sain. Encore une fois, un taux de turnover quand il est à 0%, c'est pas sain du tout. Donc il faut pas à tout prix garder les gens et les enfermer dans des cages dorées, en par exemple payant largement au-dessus du marché. Ça, c'est pas sain non plus. C'est pour ça qu'il faut trouver aussi le bon niveau au sujet de la rémunération, et d'analyser ses départs. Nous, on fait aussi beaucoup de feedback offboarding avec l'équipe RH, du coup, pour que les personnes se sentent OK de pouvoir tout lâcher et nous faire des feedbacks constructifs pour qu'on puisse changer les choses. On fait une analyse, on écrit tout, on écrit tout dans le sens où l'objectif, c'est de garder une trace écrite et d'avoir entre guillemets une espèce de post-mortem, et c'est analysé par l'équipe dirigeante également.
Ouais, alors je vais vous raconter une histoire là-dessus. C'est une très bonne idée, enfin très très important. En gros, on mesure et on prend des feedbacks pour améliorer, hein, pour faire simple, entre autres choses. Et évidemment, on va pas redonner l'importance de travailler avec ses managers. C'est la colonne vertébrale de votre boîte, hein, les managers, hein, globalement. Euh, j'ai un copain entrepreneur, que je ne vais pas citer, qui sollicitait nos conseils, mais plutôt en tant qu'ami, et qui me disait j'ai des gens qui partent et je sais pas quoi faire et j'ai l'impression que ça déconne. Est-ce que tu peux m'aider à y voir clair, etc. Qu'on regarde ensemble. Et il avait pris du côté du management. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de bien faire et qui dit bah, comment moi je suis meilleur dirigeant pour que les gens restent, etc. Donc très bien. Et je regarde, je lui fais ok, très bien. Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils partent? Qu'est-ce que tu comprends? Il me dit ah, tu touches sur une zone sensible, ça me fait tellement mal au cœur quand les gens partent que je t'avoue que je fais un peu l'autruche, quoi. Et je lui fais bah commence là. Tu peux pas, ça fait mal, hein, t'as pas envie, mais si, alors déjà alors ça c'est ma casquette de coach. Si t'es touché, très touché émotionnellement quand les gens partent, va bosser là-dessus avec ton coach parce que tu peux pas avoir une relation saine à la croissance si tu empêches les gens de partir, hein. Il y a un roulement naturel. Et deux, effectivement, c'est pas la même chose quelqu'un qui part en te disant waouh, c'était top, j'ai adoré l'expérience, mais là il y a tel truc, tel changement de vie, je reprends mes études, etc., que quelqu'un qui te dit il y a tel manager, c'était limite du harcèlement moral. Ah ouais, d'accord, bah là j'ai peut-être quelque chose que je dois aller regarder, quoi. Donc, exit interview, all the way. On fait ça, on n'oublie pas. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a oublié? Moi, j'ai des questions à te poser encore, mais qu'est-ce que je t'ai pas posé comme question et qu'on devrait aborder? Ouais, je vois encore deux choses qui ont été assez importantes, je pense, pour nous et qui va être assez dans l'air du temps. C'est la flexibilité du travail, remote, tout ça. À mort, oui. Je pense, enfin, en tout cas, moi, j'ai vu chez Oversea de vrais cas réels de personnes qui sont restées parce qu'on a dit OK pour mixer leurs projets pro et leurs projets perso, qui ont impliqué des modèles assez atypiques de, par exemple, un développeur en temps partiel, une personne qui est totalement en digital nomade à temps partiel également, une personne d'une équipe qui vit à Dubaï. Et en fait, sur des très bons éléments, et aussi parce que c'est en lien avec notre culture de la pédagogie et d'avoir en fait le droit de travailler en même temps sur sa passion et pouvoir aussi gagner de l'argent pour justement avoir l'occasion de travailler sur sa passion et pouvoir vivre sa vie perso. Donc ça a été des vrais sujets des vrais cas réels qui ont permis de donner énormément de confiance, de reconnaissance et d'engagement en fait de la part de ces quelques personnes-là. Nous, on est très ok sur le remote. Tout le monde peut aller travailler d'où il veut, quand il veut. C'est beaucoup à l'appréciation aussi du manager parce que s'il y a besoin aussi parfois que les équipes se recentrent et qu'elles soient au bureau, c'est ok. Mais si j'illustre un petit peu, aujourd'hui, on est à 60 places dans notre bureau, on est 120. C'est un combat continu pour dire aux gens de rester un peu chez eux parce que voilà, en fait, le fait de ne rien leur interdire et de ne rien leur obliger, ça fait que les gens se sentent très libres et voilà, et respectent aussi cette culture du bureau qu'on a beaucoup chez Oversea. Ok. Top. Est-ce que ça te va si je te pose des questions volontairement un peu tranchées? Parce que moi, je profite. Hein, j'ai des experts en face de moi, des gens qui apportent des résultats exceptionnels. Je pose les questions que j'ai. Je suis très, très fan. Sur des sujets qu'on découvre, je trouve des fois, c'est compliqué de savoir par où commencer. Il y a beaucoup de choses. On ne sait pas ce qu'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, peut-être pour simplifier la vie des personnes qui nous écoutent, est-ce que j'ai tort si je dis que globalement, si on travaille un peu intelligemment sa rémunération, qu'on s'assure que le management est au niveau et qu'on a une culture du remote qui correspond à la population qu'on a en face de soi, on a fait 80% du boulot sur la rétention? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que c'est plus important que le reste, ces trois blocs-là, quoi? Je pense que
C'est une question d'équipe. 80%, ça me paraît un peu beaucoup parce qu'il y a aussi d'autres choses. Mais en tout cas, on a coché toutes les cases pour pouvoir travailler sur d'autres sujets qui sont hyper intéressants, type parcours de carrière, etc. Donc oui, pour répondre à ta question, je pense que si les personnes sont reconnues d'un point de vue financier et managérial et qu'on les laisse aussi assez libres par rapport à leur vie personnelle, leur propre passion, et leur vie de bureau, oui, il y a beaucoup de chances qu'une bonne partie de la rétention soit validée. Moi, je reprends ce que tu disais. Hein. Tu me disais qu'il y avait des études qui montraient que les facteurs qui poussaient à la démission, c'était les salaires et les problématiques managériales. Donc, bien sûr. Ok, donc bon. Et ce qui m'amène du coup à une question miroir. Les perks, terme bien start-up qui veut dire ni plus ni moins que les avantages. Hein. Donc là-dedans, il y a... C'est la partie ben du comp and ben, on va dire les différents avantages qu'on a à travailler pour une boîte plutôt qu'une autre. Donc là-dedans, on peut trouver la mutuelle, l'accès au sport, les tickets resto, des choses comme ça. Ça a beaucoup d'impact, ça a un peu d'impact. Ça a quelle place dans la rétention, les perks, selon toi? Ouais. Oui, alors dans ce qu'on entend, si les perks, on va parler effectivement de la mutuelle, ticket restaurant. Je pense que ça, c'est au même titre que le salaire. C'est essentiel. Les RTT aussi, ça c'est hyper important, c'est un vrai sujet dans les startups, souvent surtout early stage. En fait c'est primordial sur ces sujets-là s'aligner au marché parce que c'est un dû. Les équipes elles travaillent aussi pour ça, donc ouais, essentiel pour moi de vraiment soit à minima d'être au niveau du marché, et encore une fois après c'est peut être une stratégie d'être un petit peu above market sur ces points-là très particuliers. Alors j'aime beaucoup ce que tu dis, et c'est marrant, ça fait les liens avec des discussions que j'ai eues il y a pas très longtemps sur le sujet du perks. Effectivement, ce que m'ont dit plusieurs DRH, c'est ce qui est important, c'est d'être compétitif par rapport au marché, et il y a des choses qui deviennent des nouveaux standards qu'on peut pas ne pas avoir, typiquement une bonne mutuelle, etc. Peut-être, alors ça fera sûrement du mal à certaines personnes qui nous écoutent, qui sont dans ces boîtes-là. Je pense à Alan, à Zimlib, à Swile, etc. Qu'est-ce qui est le package entre guillemets à peu près standard pour être au niveau marché, qu'est-ce qui est un bon boost, et qu'est-ce que toi tu considères un petit peu comme du gadget? C'est ton avis, hein? Oui, bien sûr. Si sur les exemples que tu as cités là, type avantage sport, santé mentale, etc. Ouais, tout à fait. Ouais, non, d'une manière générale, dans ce qu'on peut mettre dans la partie non financière, non equity du package, qu'est-ce qui est un must-have, c'est-à-dire franchement, si vous l'avez pas, vous vous compliquez la vie. Qu'est-ce qui est un joli bonus sur lesquels les candidates et les candidats ont tendance à dire ah ouais, c'est vachement bien ça en plus. Et qu'est-ce qui est selon toi gadget, c'est-à-dire si ça va mal, vous le débranchez, c'est pas très grave. Quoi. Ok, très très important parce que je vois des boîtes autour de moi qui le font pas forcément, surtout des startups. Je viens d'en parler, mais les RTT. Les RTT, ouais. Et puis en plus, c'est un risque. Donc, enfin, si je parle à DRH, c'est un risque parce que aujourd'hui les gens s'ils sont sur des contrats hebdomadaires, heures à 35 heures, c'est un vrai risque de les laisser sur ce côté-là. Donc déjà d'un point de vue risque, et en plus encore une fois je disais c'est un dû. Aujourd'hui la pratique marché elle est vraiment de plus en plus compétitive là-dessus. C'est absolument quelque chose à avoir selon moi. Un joli bonus parce que je l'entends beaucoup et qu'on tâtonne un peu. Alors joli bonus on l'a pas chez Oversea, mais pas encore en tout cas. Toute la partie sport, c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup. On fait passer beaucoup de surveys et on a aussi un forum tous les mois où les personnes peuvent nous poser toutes les questions qui veulent sur Slido de manière anonyme, et où un des cofondateurs prend le temps d'y répondre à tout le monde. Donc pareil, pas de langue de bois là-dessus, c'est hyper intéressant, on a des super questions. Et la question souvent de prendre en charge un abonnement à une salle de sport ou de mettre en place une solution type Ghibli ou autre, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé, et j'ai l'impression, même quand je regarde un peu ce qui se fait sur le marché, que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aussi de manière automatique quoi, dans les boîtes. Et enfin, peut-être le point ou en tout cas moi personnellement je suis moins sensible, et je vais expliquer pourquoi, c'est peut-être tout ce qui est
santé mentale, dans le sens où, encore une fois, hein, c'est un avis qui n'engage que moi, mais en tant que RH, j'ai plutôt envie de me concentrer sur comprendre en fait les raisons d'un mal-être collaborateur. Si c'est un mal-être évidemment qui est lié au travail, bah, c'est notre rôle de te trouver une solution et de corriger la cause. Et j'ai l'impression que mettre en place une solution type santé mentale au travail, c'est plus traiter le symptôme qu'une cause. Donc c'est peut-être le point où je serais un peu le moins sensible, mais encore une fois, je sais que les arguments sont facilement démontables par les experts du sujet. Oui, mais ce que je comprends, c'est que tu es sensible au sujet, mais tu considères que c'est la responsabilité évidemment. RH. C'est plus les perks de santé mentale où tu n'as pas trouvé que ça ne semble pas particulièrement. Je ne suis pas convaincue sur le fait que si quelqu'un qui va vraiment pas bien et qu'il y a un gros problème au niveau de son travail, je ne suis pas sûre que je pense que l'action doit aller plutôt de la cause de son mal-être versus traiter le symptôme, quoi. Ok, top. J'ai l'impression qu'on a fait un bon tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de super important que tu veux partager aux auditeurs et auditrices ou si on n'a rien oublié, c'est quoi ton petit mot de conclusion de cet épisode avant qu'on attaque les questions de fin sur quelqu'un qui a envie de faire mieux sur les sujets de rétention pour sa boîte? Carrément. Alors, rien à rajouter, mais effectivement, si je peux conclure, je pense que, encore une fois, ça vaut le coup. La première chose à faire, c'est de se poser sur ces grands principes de management. Alors, c'est un peu, ça fait un peu vaporeux ce que je dis, mais c'est ultra important et surtout sur les sujets qu'on a cités. Pour moi, les sujets culture, rémunération ce qui revient un peu à la culture, hein, mais valeurs, c'est ultra important de pouvoir, et manager, pardon, formation, ça c'est ultra important de pouvoir se poser dessus et se dire, ok, qu'est-ce que je veux faire par rapport au marché et comment du coup je me positionne dessus. Ouais, ça c'est hyper important parce que effectivement c'est les éléments culturels, donc mission, vision, valeur, qui peuvent après donner une philosophie de la rémunération, qui peuvent après donner des pratiques managériales spécifiques, donc un management book, c'est des choses qui vont vous accompagner dans la croissance, quoi. Donc, écoute, amen à tout ce que tu viens de dire. Zoé, c'était top. S'il y a quelqu'un qui a envie de te contacter, c'est quoi le meilleur canal pour faire ça? Soit sur LinkedIn, ou soit sinon par mail, zoe.blanchard@oversea.com. C'est bien noté, on met tout ça dans la description de l'épisode. Ensuite, est-ce qu'il y aurait un livre, un blog, un podcast sur ce sujet, sur les sujets RH ou même pas forcément, que tu as envie de recommander aux auditeurs et auditrices? Alors moi, je suis un très mauvais exemple. Je me documente assez peu théoriquement, disons, sur mon métier. Je vais surtout récupérer énormément de choses de mes homologues. Je suis une vraie éponge pour le coup. C'est une technique, aller parler à des gens passionnants. Moi, c'est ça que je fais, t'as bien vu, tu l'as noté. Effectivement, c'est comme ça en tout cas que je vois que je suis la plus efficace. Pour autant, vraiment, j'adore les podcasts. Alors, c'est pas vraiment sur le sujet RH et en même temps, un petit peu parce que moi, j'écoute beaucoup de podcasts sur le féminisme, le masculinisme aussi et l'objectif en fait de déconstruire un peu les pensées qu'on peut avoir et je trouve que c'est ultra important en RH avec en plus tout le sujet dont on a discuté avant. Moi je recommande vraiment les podcasts de Victoire Toyon qui sont géniaux et de Siam Djibril aussi. Alors ils sont arrêtés, ça s'appelle Génération XX mais c'était plein de podcasts sur des femmes entrepreneurs. Franchement ultra intéressant et qui traite aussi de sujets RH vraiment très early. Donc ouais, c'est les deux ressources que je recommande, assez légères et en même temps très profondes. C'est génial. Les podcasts de Victoire Tuaillon qui sont respectivement Les couilles sur la table, qui est arrivé au bout, puis Le cœur sur la table, qui existent tous les deux en bouquin aussi. Si vous n'écoutez pas des podcasts, je recommande chaleureusement aussi. Est-ce que tu as des tools, des outils RH que tu aimes bien en ce moment, que tu as envie de partager, un bon plan? Ouais. En vrai, parce que je viens d'y repenser à l'instant, mais Figures, vraiment, et j'ai échangé aussi avec Virgile hier sur le sujet rémunération, et je crois que c'est vraiment l'outil que je recommande le plus et qui malheureusement, selon les retours de mes homologues, est souvent refusé de la part des dirigeants, mais trop dommage, c'est trop souvent refusé. Ouais. En tout cas, des personnes avec qui j'échange, je doute pas que le business de Virgile est assez florissant en ce moment, mais voilà.
voilà, vous en passez pas, c'est extrêmement dommage. Et outils. Franchement, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai tendance à aller surtout récupérer l'information de mes homologues. Le Slack First Talent, qui est animé qui est géré par Judith Ripard, qui, moi, a fait un vrai tournant dans mon métier de RH, à partir du moment où j'ai compris que l'information était aussi disponible facilement avec des gens géniaux qui se rendent ultra disponibles. C'est super. Franchement, si vous arrivez à vous faire coopter sur ce sac-là, c'est le Graal. Yes, Judith qui était la première invitée de ce podcast, épisode 1 avec Judith, hein, la marraine de l'écosystème startup RH. On t'embrasse Judith si tu nous écoutes. Et enfin, tu connais la tradition de passage, sinon de flambeau, au moins de micro pour un prochain épisode. La question est simple, tu es à ma place, tu es dans mes chaussures, qui est-ce que tu as envie d'inviter? Qui doit passer sur ce podcast? J'inviterai avec grand plaisir Léo Bernard sur son expertise recrutement qui est assez fascinante. Léo Bernard, la Resta, c'est la Resta actuelle, il a été plusieurs fois cité. Oui, vous allez avoir un épisode avec Léo, on est en train de le préparer, il sera un peu spécial pour tout vous dire, je vais pas gâcher la surprise, mais on bosse sur quelque chose de vraiment chouette avec Léo. Léo, si tu écoutes cet épisode, pression, hein, tu bosses sur un truc bien parce que c'est sur tes épaules, mais en tout cas, je vous rejoins, c'est super ce que fait Léo dans cet environnement. On arrive au bout. Écoute Zoé, c'était top. Je pense que j'aurais pas pu rêver meilleure personne à mes côtés et pour terminer ma semaine et pour parler de ce sujet qui me tient à cœur comme tu l'as compris. Donc je te souhaite vraiment le meilleur pour toi et pour toutes les équipes d'Oversea. Je te remercie beaucoup pour ton temps et puis à la prochaine d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.